Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette conférence. Lorsque Damien Tellier m'a appelé pour m'inviter, il m'a dit, voilà, le thème de la conférence, c'est « Rendez-nous la liberté ». Et il m'a semblé que la réponse la plus évidente, c'était « Rendez-nous notre argent ». Et donc, je ne l'ai pas repris dans le titre de mon intervention, mais ça peut être un peu le message des propositions qui vont être développées dans cette petite intervention sur, en fait, le coût de l'impôt. Et les quelques conséquences, donc l'inspiration est un peu liée à cette idée, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Donc ce que l'on voit, c'est les bénéfices de l'impôt, c'est les services publics. Donc on nous dit souvent, oui, si vous n'aviez pas un effort fiscal important, vous n'auriez pas cette contrepartie, qui est les biens et les services publics. Et donc on discutera un peu de ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce bien public, pour commencer, et ensuite on mettra en évidence un certain nombre d'effets de l'impôt qui sont connus, plus ou moins connus. Donc ce que l'on ne voit pas, c'est les coûts de l'impôt. Tout à l'heure, Pierre parlait des coûts de l'échange. Évidemment, il a fait référence au fait que l'impôt peut être un obstacle à l'échange. Il fait partie des obstacles légaux à l'échange. Donc on l'a bien compris ce matin, il y a une expropriation réglementaire qui peut limiter le nombre des échanges. Et dans la théorie Turgot-Smith de l'échange, vous le savez peut-être, plus il y a d'échanges, plus il y a de division du travail, spécialisation. La spécialisation favorise la productivité des facteurs et c'est l'origine du développement économique. Donc tout ce qui va être une barrière à l'échange va nuire au développement. Et l'impôt fait partie de ces barrières légales à l'échange. Alors le premier point, c'est l'effort fiscal. Donc c'est une expression qui remplace un peu les prélèvements publics obligatoires. Donc c'est un peu plus soft. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de coercition. Pourtant, on sait que derrière l'impôt, Pierre l'a un peu dit ce matin, il y a cette question de la coercition. Est-ce que c'est consenti ou pas? On y reviendra peut-être dans le débat, puisque je ne traiterai pas à proprement dit cette question. Alors vous le savez, parce que vous êtes libéraux, parce que vous êtes des citoyens avertis, que l'effort fiscal en France, donc la somme des prélèvements publics obligatoires depuis l'origine de l'avènement de la République en France autour des années 1874-1876, a augmenté régulièrement. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en fait, le début de la croissance constante, continue de notre effort fiscal, c'est les années 30. Donc puisque l'expérience des années 20, et notamment la politique de Raymond Poincaré, a permis un retour quasiment à des niveaux d'avant-guerre. Puisque s'il y avait un peu cet espoir de pouvoir rétablir les conditions économiques, le régime monétaire aussi, et le régime fiscal d'avant-guerre. Vous voyez aussi, alors j'ai pris les données de l'OCDE, je n'avais pas le temps de faire la même courbe pour les pays de l'OCDE, et de toute façon je n'aurais peut-être pas eu l'occasion, j'aurais dû agréger des données d'autres pays, mais donc pour les pays de l'OCDE, il y a une série assez facile à obtenir. Vous voyez que la France a toujours été au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, donc 9 points en 1965, et que cet écart s'est agrandi avec le temps. Vous pouvez constater que l'effort fiscal entre 1978 et 2008, dans la plupart des pays, sauf les pays qui sont en dessous de la droite, donc États-Unis, Irlande, donc, finalement très peu de pays, quasiment tous les pays ont vu leur effort fiscal augmenter,
Et la France donc, était déjà assez haute en 1978 et désormais elle est tout en haut des pays en matière de prélèvement public obligatoire. Alors la première conséquence de cet effort fiscal important, c'est évidemment la remise en cause de la souveraineté du consommateur, qui est un concept qui, je viens de l'apprendre en lisant un livre très critique du néolibéralisme publié par un historien des idées canadien qui s'appelle Les globalistes, ce livre, qui explique, alors je ne sais pas si c'est vrai, en fait qui explique que le mot souveraineté des consommateurs a été initié par les néolibéraux des années 30. Et j'aime beaucoup le mot souveraineté parce que le libéralisme s'est donné, me semble-t-il, la souveraineté aux individus, c'est-à-dire il n'y a rien d'au-dessus de nous. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de valeur particulière, nous sommes souverains et nous avons la liberté de choisir nos normes, nos comportements, Et la souveraineté du consommateur, on a la liberté de répartir nos gains à l'échange librement. Et là, évidemment, si la raison de l'impôt, alors c'est discuté, hein, la raison de l'impôt, c'est la vision classique de l'impôt, l'impôt doit financer les dépenses publiques. Certains disent non, l'impôt doit payer notre dette sociale, c'est la théorie solidariste de l'impôt. D'autres disent l'impôt doit être distributif. D'autres disent l'impôt doit être incitatif. On a parlé des écotaxes, les taxes carbone. Voilà, on doit inciter les gens à faire ce qu'ils ne feraient pas si on ne mettait pas en place un système incitatif favorable à certaines décisions. Alors là, je voudrais juste cadrer la discussion autour de cette notion de dépense publique qui serait la raison de l'impôt. Alors il me semble qu'il y a une différence évidemment entre les dépenses privées et les dépenses publiques. Les dépenses publiques, par définition, concernent tout le monde. Sauf que quand on regarde dans le détail ce qui concerne tout le monde, globalement, les dépenses publiques qui concernent tout le monde ont une part très faible et de plus en plus faible dans la part totale des dépenses publiques. D'où cette distinction, qui n'est pas généralisée dans la littérature, mais qui me semble importante. Mais un économiste comme Claude Montmarquette, qui était à l'Université de Montréal, incitait à faire un peu cette distinction entre les dépenses qui sont des dépenses privées financées publiquement, donc les dépenses de redistribution, les dépenses sous conditions de ressources, les dépenses qu'on vous oblige à financer mais que vous ne consommez pas. Si vous n'avez pas d'enfants, vous consommez de l'éducation et pourtant... Donc il y a, avec la dépense politique, pour reprendre cette distinction entre la dépense publique, donc ce serait la dépense qui concerne tout le monde, on pense aux dépenses régaliennes. La dépense politique, c'est une dépense privée, financée publiquement. Et donc ça a pour conséquence, cette distinction, de bien faire comprendre que, contrairement à l'économie de marché qui respecte la loi de Say, où en fait chacun paie, il y a toujours une contrepartie, et donc l'effort productif assoit le niveau de votre demande. Il se trouve qu'avec la demande politique, vous pouvez très bien déplacer une partie des coûts de votre consommation. Vous avez beaucoup d'enfants, vous souhaitez que les dépenses d'éducation augmentent. Donc vous allez déplacer les coûts de l'éducation de vos enfants sur les autres. Et cette exception-là à la loi de Say ne peut pas exister en économie de marché, si on respecte la propriété et le contrat, et cette idée que dès que vous consommez quelque chose, il y a un prix à payer. Ça ne fonctionne pas comme ça avec l'impôt. À partir du moment où l'impôt peut être redistributif et que le principe d'équivalence, qui est défendu par certains économistes classiques, n'est pas respecté. Donc le principe d'équivalence, c'est je paie en fonction de ce que je consomme. Donc je devrais payer un impôt qui est équivalent à ce que je reçois en service public. Donc on a nos deux conditions, hein, des dépenses sous conditions, donc
comme dépenses sous conditions de revenus, dépenses sous conditions d'handicap, d'âge, voilà. Donc on va discriminer les individus et ils ne vont pas recevoir la même quantité de biens politiques selon qu'ils sont puissants politiquement ou faibles. Donc on a deux choses qui vont être importantes pour les coûts de l'impôt. Ça renverra notamment à la notion de coin fiscal, c'est-à-dire que de taux marginal effectif des prélèvements, c'est quand on augmente les impôts, ça a deux effets. Ça crée un effet d'inactivité par l'impôt, parce qu'on gagne moins à travailler, et ça crée aussi un effet d'inactivité par la dépense, qui est souvent sous-estimé. Et ça, c'est lié au fait qu'un certain nombre de biens dits publics, en fait, sont des biens politiques. C'est des biens qui sont des biens privés, mais qui sont financés publiquement par l'impôt. Donc on va décrire un certain nombre d'effets de l'impôt qui montrent quelque chose, c'est qu'on insiste souvent sur les coûts de l'échange, donc ce que Ronald Coase, un économiste de l'école de Chicago, a appelé les coûts, qui est une autre traduction des coûts de transaction. Et l'économie des choix politiques a introduit une notion qui est les coûts de transaction politique, donc les coûts de transaction de l'échange politique. Et il se fait que quand on finance publiquement des biens privés, eh bien, les coûts de l'organisation de cet échange, les coûts sociaux de l'impôt, en fait, sont supérieurs aux coûts du système des prix. C'est-à-dire que souvent on dit le marché a une limite, hein, c'était la théorie des organisations de cause, le marché a une limite, c'est le coût de formation du contrat. Là, la politique a comme une limite qui serait le coût de formation du contrat social, du contrat politique, qui conduit à la fixation du prix fiscal des biens politiques et à la répartition de ces biens politiques. Alors, on verra évidemment l'effet d'éviction de l'impôt, c'est-à-dire qui est bien analysé par Bassia ou Hazlitt, qui sont deux auteurs très proches. C'est-à-dire 1 euro prélevé, c'est 1 euro en moins sur le marché. Donc ça, c'est un coût traditionnel. On verra les effets de substitution, qui sont relativement traditionnels et qui conduisent à rappeler que l'impôt a un effet désincitatif, quel que soit le type d'assiette, donc que ce soit un impôt sur le revenu, un impôt sur le capital ou un impôt sur la dépense. Ce type de calcul est dit coût social restreint, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on ne tient pas compte des effets d'inactivité de la dépense. C'est-à-dire, si vous avez en tête que lorsque vous recevez un bien, vous le financez par l'impôt. Donc en économie industrielle, on dit vous avez deux formes de prix, les prix qui vous sont imposés par le marché et les prix que vous pouvez manipuler. Donc preneur de prix ou faiseur de prix. Si vous avez cette distinction en tête, en fait, c'est un peu pareil pour l'impôt. C'est-à-dire qu'on peut se dire que les individus, une fois qu'ils ont reçu leur contrat, donc ils doivent payer tant d'impôts, ils vont se recevoir tant en dépenses publiques, un des moyens de réduire le prix fiscal de votre bien politique ou de votre bien public, eh bien, c'est de payer moins d'impôts. Et donc, toutes les stratégies d'évitement face à l'impôt sont des moyens de réduire le prix fiscal des biens politiques et des biens publics. Et donc ça nous conduira à introduire, et la littérature le fait, les fameux taux d'imposition effectifs ou apparents des prélèvements. Donc parfois, quand on travaille plus, on a un taux effectif qui est supérieur à ce que l'on gagne. C'est-à-dire, on travaille plus, on avait des aides publiques et on les perd parce qu'on a gagné plus. Et ça,
tout le monde s'entend pour dire que c'est des incitatifs et que ça va faire partie du coût social de l'impôt. Le quatrième coût, qui souvent n'est pas traité, mais que la littérature essaie d'évaluer, c'est les coûts administratifs. Un peu comme les coûts de transaction, il faut organiser la transaction. Donc c'est les coûts de mise en conformité de l'impôt, c'est-à-dire côté ménage, côté entreprise. Donc combien de jours une entreprise consacre au paiement de ses impôts, combien d'heures les ménages consacrent de temps au paiement des impôts. Et l'État lui-même a des coûts donc, qui sont supportés par nous, c'est quel est le taux d'intervention, c'est la mesure de Bercy, enfin de la Direction Générale des Finances, quelle est la part des recettes fiscales qui est consacrée au prélèvement de l'impôt. Donc ça, c'est des coûts cachés, enfin on en parle peu, mais ça fait partie des coûts de l'impôt. Et là, ça rejoindra un peu l'intervention de Pierre Schweitzer sur le numérique, c'est que la numérisation, la digitalisation des prélèvements de l'impôt a tendance à baisser le coût de collecte de l'impôt. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quelles sont les différences entre les pays sur ce coût de perception de l'impôt. On sait aussi qu'un impôt qui n'est pas consenti est un impôt plus coûteux à prélever parce que les individus mettent en place des stratégies d'optimisation, ils mettent en place des stratégies de fraude fiscale. Donc l'impôt, et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément consenti, il y a des stratégies d'évitement. Et toutes ces stratégies, qu'elles soient légales ou illégales, montrent que rationnellement, nous avons tous intérêt, je vous le rappelle, à baisser le prix fiscal des biens publics ou des biens politiques. Donc il n'y a pas... Ça n'est pas irrationnel, ça répond en fait au principe que chacun veut, que ce soit sur le marché ou en politique, il veut toujours plus pour moi. Et c'est ça qui illustre la théorie des coûts de l'impôt. Et le dernier point, ce sera ce qu'on appelle les effets de découverte. C'est-à-dire que l'impôt ne fait pas que conduire à décourager certaines activités. L'impôt empêche l'émergence de certaines activités, c'est-à-dire il bloque le processus de découverte, il bloque la découverte de nouvelles opportunités, de nouveaux mondes des possibles. C'est ce qu'on appellera les deux types d'incitation. Incitation de type 1 et incitation de type 2. Donc le premier effet, il est presque évident, hein, c'est l'effet d'éviction. Et dans le 1,22€ ici, qui est le calcul de la dernière étude qui est consacrée au coût social restreint de l'impôt, on fait l'hypothèse que quand on prend 1 euro, ben on prive le marché, on prive les agents de 1 euro. Donc le premier coût de l'impôt, c'est 1 euro. Et après, ce qu'on veut calculer, c'est... alors là, c'est déjà plus compliqué, et ce chiffre, je ne pense pas que mes collègues le sacralisent, hein, mais c'est un ordre de grandeur, et ça varie d'un pays à l'autre. Et en général, il augmente avec le niveau d'imposition, mais aussi la structure fiscale, parce que vous avez des systèmes fiscaux qui sont plus ou moins coûteux, notamment sur la question de la collecte de l'impôt. Donc l'idée, c'est que quand vous... de ce type d'analyse, c'est quand vous prélevez 1 euro, en fait, ça coûte à la société 1,22 €. Donc ça veut dire que tous les investissements publics que vous faites, les dépenses politiques que vous engagez, si vous êtes un économiste, vous souhaitez qu'elles aient un rendement supérieur à 1,22 €. Alors, ce calcul, et c'est pour ça qu'il faut être prudent, va dépendre de la sensibilité, donc de l'hypothèse, et on parlait de ça avec la modélisation, hein, il y a toujours dans la modélisation des hypothèses qui un peu surdéterminent le résultat. Donc mes collègues français ont mis notamment des hypothèses sur l'élasticité de l'offre de travail, donc c'est la sensibilité des travailleurs à la variation des salaires. Et cette sensibilité des travailleurs à la variation des salaires, c'est aussi la sensibilité des travailleurs à la variation de l'impôt. C'est-à-dire quand l'impôt augmente, quelle va être leur stratégie? Est-ce qu'ils vont chercher à réduire leurs revenus pour payer moins d'impôts, effet de substitution? Et dans quelle mesure ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire à grande échelle ou est-ce qu'ils vont le faire à petite échelle? Et c'est ça, cette sensibilité à la variation de l'impôt.
est-ce qu'ils vont chercher à délocaliser, on en parlait ce matin, leur production? Et dans ce cas, c'est vrai, l'État, c'est la fameuse idée de l'impôt tue l'impôt, l'État va augmenter ses taux d'imposition, mais avoir des recettes inférieures parce que les gens vont mettre en place des stratégies pour éviter l'impôt, ce qui est tout à fait rationnel. Donc vous pouvez voter pour l'impôt et la dépense et individuellement chercher à réduire le prix fiscal. C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Et donc cette sensibilité de l'offre, par exemple, de travail à l'impôt, va dépendre, dit-on, du goût du travail. Parce que si vous avez une société où tout le monde est prêt à... Tout le monde, en fait, vit pour travailler, ce que Hofstede, qui est un théoricien du management culturel, appelle des valeurs masculines face aux valeurs féminines, qui est travailler pour vivre. Donc quand les sociétés sont très laborieuses, quand elles mettent au cœur de leurs préoccupations la valeur travail, l'accumulation de richesses, que un peu Deirdre McCloskey, une économiste libertarienne, appelle les valeurs bourgeoises, le confort, le goût de la prospérité. Quand on valorise ce type de valeurs, dans ce qu'on donne de l'importance au confort, on aura peut-être ce goût du travail. Et là, finalement, l'État y gagne parce que nous sommes moins sensibles à la taxation puisque nous privilégions, nous trouvons dans le travail finalement presque un gain intrinsèque. Nous vivons pour le travail, c'est notre ADN. Les études récentes, mais c'est très discuté parce qu'il y a un vrai enjeu, par exemple l'IRES a développé là, je voyais récemment des études sur les valeurs des jeunes. On dit souvent dans les dîners, puisque Pierre parlait des dîners, que les patrons, les cadres estiment que les jeunes entrent dans les entreprises et ne souhaitent pas travailler, que la première question c'est les 35 heures, combien de semaines de vacances, etc. Donc c'est une question qui empiriquement n'est pas complètement traitée parce que le problème des enquêtes, c'est que parfois, et des chiffres, c'est que selon la question que l'on pose, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes résultats. Mais ce qui semble, et MEDA ont fait donc de Lille, qui sont des économistes atterrés, donc qui sont loin d'être libéraux, constate quand même une modification du rapport au travail des jeunes générations, ce qui peut provoquer, bizarrement, une plus grande sensibilité des jeunes à la variation de l'impôt. Et donc un rendement de l'impôt qui baisse, parce que les individus vont immédiatement voir leur gain baisser au travail, et donc déjà qu'ils ils valorisent pas trop le travail, donc la conséquence, c'est que l'offre de travail va baisser. C'est pareil pour l'impôt sur le capital. La sensibilité de l'individu à un impôt sur le capital va en partie dépendre de ses préférences temporelles. Soit vous préférez le présent, soit vous préférez le futur. Et lorsqu'on est court-termiste, finalement, on va être très sensible à une baisse du rendement de son capital. Et donc la même chose peut être discutée, et certains économistes pensent par exemple que les taux d'intérêt négatifs qu'on a connus ne sont pas simplement une manipulation des banques centrales, mais peuvent aussi traduire une forme de court-termisme des jeunes générations. Bon, ça reste ouvert, et je ne vous dis pas qu'on sait que c'est vrai, mais c'est une hypothèse plausible, déductivement, on se dit, tiens, oui, on peut réfléchir en ce sens. Donc, pour conclure, ce point, c'est que l'ampleur des effets de substitution, notamment sur le marché du travail-loisir, dépend des goûts, et donc dépend des hypothèses. Le 1,22 € va dépendre fondamentalement, et tous les économètres qui font ce genre d'études le reconnaissent. Un auteur comme Feldstein, qui est plutôt critique de l'impôt, je ne sais pas s'il est libéral, mais en tout cas, lui, il met des hypothèses sur la sensibilité de l'offre de travail à l'impôt très élevées, et donc il n'aurait pas 1,22 €, il a trouvé 2,5 $,
pour les États-Unis. Et ça dépend de l'hypothèse sur l'élasticité de l'offre de travail à la variation des salaires et du salaire avec l'impôt. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas anodin. On ne peut pas dire je lève l'impôt sans que c'est des coûts. Alors après, on n'est pas certain, nous les économistes, de ce que ça coûte, mais ce qui est certain, c'est que ça coûte plus que simplement retirer 1 euro. Ça, c'est sûr. L'autre point, et ça c'est sur le marché du travail, c'est le calcul du coin fiscal. Donc, comme vous voyez, le coin fiscal désigne le rapport entre le montant des impôts payés par un travailleur salarié moyen, sans enfant, et les coûts totaux de main-d'œuvre qu'il représente pour son employeur. Donc ça permet des calculs. L'OCDE en 2020, et je vous montrerai le résultat, montre que parfois, quand on a une hausse de 1% de salaire, 90% de cette hausse correspond aux cotisations patronales et en fait au transfert. Et donc, est-ce qu'on va prendre des responsabilités pour une somme très faible? Est-ce qu'on va augmenter notre productivité? Est-ce qu'on va avoir intérêt à travailler plus pour gagner plus? Probablement que non. Donc, il y a un effet de découragement du coin fiscal. Donc la fonction de ce genre de calcul, c'est de mesurer l'ampleur de l'effet dissuasif exercé par l'impôt. Et ce qu'on constate en France, mais je pense que vous le savez, parce que vous êtes des acteurs économiques et que moi je ne suis qu'un observateur, c'est que le coin fiscal en France est un des plus élevés d'Europe, donc 46%. Ça veut dire que quasiment 50% de ma hausse de salaire va en moyenne être lié à des transferts, à des cotisations. Et l'OCDE propose dans son rapport de 2020 ce type d'exemple. Vous voyez, vous gagnez en brut 63 840 € par an. En net, ils calculent 32, alors je les crois sur parole, hein, j'ai juste recopié, 32 744 €. On leur fait une augmentation de 3 376 €. Le montant additionnel des taxes et cotisations sur cette somme, c'est 3 145 €. Résultat, ce qu'ils appellent le coin fiscal est de 93%. Donc c'est considérable et ça explique en partie l'état du marché du travail en France, puisque nous n'avons pas forcément intérêt à gagner plus. Ça veut dire qu'il y a une trappe à pauvreté à tous les niveaux. Et cette trappe à pauvreté, elle est non linéaire, puisqu'elle va toucher le bas de la hiérarchie des salaires et le haut. Alors le problème des analyses qui se consacrent uniquement aux effets d'inactivité de l'impôt, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de votre calcul global, c'est-à-dire de ce que vous recevez en dépenses publiques. Et donc parfois on comprend que l'effet de l'impôt est d'autant plus négatif sur votre activité productive que le montant des dépenses politiques que vous recevez est faible. Donc quand vous êtes faible politiquement, et on sait que l'impôt, en fait, depuis le Moyen-Âge, l'impôt, il va au fort. Donc il va au seigneur, il va au roi. Et les forts en démocratie, c'est pas forcément la majorité, mais c'est les groupes les mieux organisés. Et donc, il y a une inégalité d'accès en fait à la dépense politique. Les individus les moins bien organisés sont ceux qui reçoivent le moins et qui paient le plus. Et donc là, les économistes ajoutent aux effets d'éviction, aux effets de substitution, ce qui s'appelle les effets d'inactivité par la dépense, et donc calculent des taux marginaux effectifs de prélèvement ou taux marginaux apparents des prélèvements, qui correspond à la part du revenu qui est perdue par l'individu lorsqu'il augmente sa rémunération.
Donc c'est pareil, ça a le même usage que le coin fiscal, sauf que là, on va intégrer l'intégralité des transferts, et plus les transferts sont sous condition, donc par exemple, vous avez accès au logement social sous condition de revenus, donc aux habitations à loyer modéré, vous avez accès aux minima sociaux sous condition de revenus, donc à partir du moment où vous avez l'introduction de seuil, à chaque seuil, ça va provoquer une baisse de l'activité parce que vous allez avoir une double peine, c'est-à-dire que vous allez travailler plus, vous allez gagner plus, vous allez augmenter votre revenu, donc vous allez augmenter votre impôt, votre taux d'imposition puisque les tranches sont croissantes, donc là vous allez être ponctionné, et en plus vous allez perdre le montant des dépenses politiques qui vous étaient acquises lorsque vous aviez un niveau de revenu inférieur. Là encore, donc ça veut dire que, la conclusion, ça voudra dire que lorsqu'on voudra réformer le système fiscal, on ne pourra pas uniquement se concentrer sur l'impôt. Il faudra aussi s'interroger sur la structure des dépenses et sur la conditionnalité des transferts sociaux, parce que ça joue aussi sur l'inactivité, ça joue aussi sur l'incitation à une activité productive. Donc les taux marginaux effectifs des prélèvements, et vous voyez, donc là on n'a pas des libéraux, hein. Tranois c'est quelqu'un qui était très proche du Parti Socialiste dans les 90, parce qu'ils se sont beaucoup interrogés avec tous les nouveaux, le New Labour par exemple, on fait et c'est un peu le débat actuellement sur les minima sociaux, sur les RSA, c'est-à-dire comment on sort une partie de la population des trappes à chômage et à la pauvreté. Donc les économistes de l'INSEE, qui publient dans l'économie et prévision, les économètres se sont intéressés. Donc je vous donne le résultat. Là encore, il ne faut pas sacraliser le chiffre, hein, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc la France, au regard de ces études, n'est pas simplement le pays où le coin fiscal est fort, c'est aussi un pays où les taux marginaux effectifs des prélèvements sont très élevés, et probablement, d'après l'OCDE en 2017, les plus élevés au monde. Et une étude donc en moyenne, on peut avoir ces taux de 57%, c'est-à-dire je gagne 1 euro de plus, mais en fait je perds 60 centimes en aide et en prélèvement supplémentaire. Mais quand vous lisez les papiers, c'est très inégal en fonction des personnes. Vous pouvez avoir des ménages qui, quand ils gagnent 1 euro, perdent 1,20 €, parce qu'ils perdent en salaire, comme je vous l'ai dit, leur impôt augmente et les niveaux des dépenses publiques auxquels ils ont accès baissent. Donc dans ce cas, la stratégie, c'est pas que... Donc il faut pas... Souvent on dit travail loisir, mais la stratégie, c'est... Vous allez augmenter votre travail domestique. Donc j'ai un collègue à Paris qui a fait toute sa carrière sur le travail domestique. Il dit que par exemple les crises économiques sont souvent moins graves qu'on ne le croit, parce que les gens peuvent effectivement se retirer du marché du travail légal traditionnel pour travailler plus à la maison. Et là vous avez un quasi-salaire. Donc vous pouvez essayer de récupérer ce que vous avez perdu sur le marché du travail dans ce qu'on appelle le travail domestique. Vous pouvez aussi travailler au noir. Donc en général, les pays avec des forts taux marginaux effectifs de prélèvement sont aussi des pays où le travail au noir augmente. Donc c'est le phénomène du bricoleur, c'est-à-dire que vous n'allez pas demander à un plombier, vous allez le faire vous-même, etc. Donc ça c'est bien connu dans les pays économies centralement planifiées. Les économies très administrées ont ce phénomène. Donc les pays en voie de développement, qui ont des systèmes légaux très défaillants, ont un secteur informel extrêmement développé. Donc c'est un peu une des conséquences un peu invisibles de notre effort fiscal très élevé. Donc quand on finance publiquement des biens privés, mais on a ce type de coût qui doit être intégré dans notre calcul si on est un électeur bienveillant et éclairé. Donc on a en France des niveaux de taux marginaux effectifs très élevés.
Et c'est comme le point fiscal, c'est non linéaire, ça touche les hauts revenus et le bas de l'échelle. Alors il me reste 5 minutes, donc je vais être plus rapide. Je n'ai pas un débit très, très rapide. Alors, l'autre point qui est souvent ignoré, c'est que le coût social complet de l'impôt, il doit tenir compte des coûts de perception de l'impôt. Donc vous êtes tous contribuables, vous savez que ça vous prend du temps de remplir vos feuilles d'impôt. Et puis, donc, il y a les entreprises et les ménages. Alors notre collègue de Montréal, toujours François Vaillancourt, c'est des vieux travaux parce que je n'ai pas trouvé mieux, mais c'est... Voilà, vous voyez, c'est quand même assez important selon les pays, c'est 0,16% du PIB au Canada, donc c'est la mise en conformité de l'impôt pour les ménages, et 2,5% en Suède. Donc tout de suite on voit le Canada un taux d'imposition, un effort fiscal moins, donc la mise en conformité à l'impôt augmente, les coûts de mise en conformité à l'impôt augmentent avec le taux d'imposition. L'autre point, c'est... Bon, je vous incite à regarder... alors, est-ce que c'est là? Oui, donc j'ai mis le site. Hein, c'est un cabinet d'avocats qui travaille pour la Banque mondiale et qui fait depuis les années 2005 des rapports sur, par exemple, le nombre de jours, d'heures consacrées par les entreprises par pays au paiement de l'impôt. Et là, on voit que la France n'est pas trop mal placée parce que vous voyez qu'aux États-Unis, on était à 175 heures en 2008 contre 325 heures en 2004. Globalement, ce que disent ces rapports, c'est que le temps consacré par les entreprises aux démarches fiscales tend à baisser du fait de la numérisation. Donc là, on aura un effet bénéfique du progrès technique sur le prélèvement de l'impôt. Et là encore, ça veut dire que si on additionne tous ces coûts, le coût social de l'impôt ne cesse d'augmenter. Hein. Donc il faut y réfléchir à deux fois avant d'accepter de financer par l'impôt une dépense privée. Le taux d'intervention, donc ça c'est côté... non, c'était là. Donc vous voyez ici, on a le coût pour... Alors c'est toujours le contribuable qui paie, sauf que il paie aussi pour être contrôlé. Il paie pour que tout le monde soit sincère dans ses déclarations. Donc plus l'impôt est complexe, plus le code des impôts est volumineux, plus c'est compliqué pour l'administration de contrôler. Donc il y a un taux optimal de fraude fiscale qui est calculé par la probabilité d'être pris et le niveau de la sanction. Et donc aucun État dans le monde ne veut de la fraude nulle, ce ne serait pas économique du tout. Et donc là, Bercy calcule un indicateur, donc vous voyez, pour 100 € d'impôts collectés, il faut payer 0,70 € en 2017, et là encore, c'est probablement un effet de la numérisation, un effet de prélèvement à la source, tout ça, ça réduit les coûts de prélèvement de l'impôt. Alors les coûts de l'impôt les mieux cachés, ça a été un peu mis en évidence par Israël Kirzner et les économistes austro-américains. Donc bon là, comme j'ai peu de temps, c'est peut-être pas essentiel, mais là ça incite à dire une économie où l'effort fiscal est très élevé va conduire à bloquer le processus de découverte qui est dans le marché, à bloquer les innovations entrepreneuriales. L'idée théorique, c'est qu'on n'incite pas simplement à ne pas travailler. Donc, par exemple, vous allez travailler ou ne pas travailler, vous faites A ou B et l'impôt vous désincite à travailler. Là, ça vous désincite à découvrir des opportunités de gains, à imaginer de nouveaux procédés. Donc, le marché s'appauvrit en connaissances. Et si la connaissance, c'est notre bien le plus cher, ça nous appauvrit aussi en expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient fait des choses sans l'impôt qui ne le font pas. Donc ça nous prive, c'est une sorte d'éviction cognitive qui est très importante. Et la conclusion, puisque je suis à ma 45e minute, c'est que réduire l'impôt, ça protège la liberté, ça c'est notre bien le plus
plus cher quand on est attaché à cette valeur. Comme je ne suis qu'un économiste, ça a aussi des effets économiques. C'est-à-dire que si on baisse les impôts, ça réduit le coût social de l'impôt au sens complet. Donc ça baisse les coûts de perception de l'impôt, ça baisse le coût social au sens restreint de l'impôt. Donc peut-être qu'on passera, si on baissait les impôts, on passera à 1,10 €. Ça encourage l'entrepreneuriat, ça ouvre le monde des possibles. Et donc une bonne politique devrait effectivement réduire les impôts, donc l'effort fiscal, avec notre fameuse courbe, mais il faudrait aussi réformer la structure socio-fiscale de notre régime, donc s'interroger sur la valeur de notre coin fiscal qui est extrêmement élevé par rapport à nos concurrents. Et ce que disent les économistes, quel que soit leur... Enfin, bon, on peut toujours trouver... Des marginaux, mais c'est que les effets de seuil sont terribles sur l'encouragement au travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.